Bonsoir à toutes et à tous. Voici la dernière édition de Quelle comédie avant 2023. Ce soir, nous évoquerons avec nos trois invités, La puce à l'oreille de Georges Feydeau. Deuxième reprise de cette pièce mise en scène par Lille Aubord, créée salle Richelieu en septembre 2019. On hésitait, septembre-octobre. Lille Aubord, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes metteuse en scène de théâtre et d'opéra, vous êtes aussi comédienne, vous êtes née en Suisse, vous avez travaillé dans le monde entier, en Italie, en Espagne, au Japon, beaucoup en Angleterre, en Suisse donc, en Grèce, oui, en France. La puce à l'oreille, créée donc en 2019, est votre 5e collaboration avec la Comédie Française. En avril 2022, dans le cadre de la saison Molière, vous avez signé votre 6e mise en scène avec l'Avare, Laurent Stocker dans le rôle titre, une pièce qui sera reprise au printemps 2023. Voilà, tout est bon. Tout est bon. Pauline Clément, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes pensionnaire de la troupe du Français. On fait une petite présentation. Alors, vous connaissez déjà un peu. Mais voilà, donc vous êtes là depuis 2015, Pauline Clément. On vous connaît aussi pour vos rôles au cinéma, à la télévision, sur YouTube, sur les internets. Vous faites partie, c'est toujours le cas, du collectif d'humoristes Yes vous aime. Oui. Voilà, vous retrouvez votre personnage pour la 3e fois, ce personnage de Lucienne Homenides de Istanga, épouse du très jaloux Carlos Homenides de Istanga, joué cette fois-ci en alternance par Benjamin Laverne et Jérémy Lopez. On peut vous voir également dans Jean-Baptiste, Madeleine Armand et les autres, et dans La Cerisay. Donc voilà, une fin d'année tout à fait occupée, d'où mon masque, parce que l'idée étant de ne pas vous contaminer les uns et les unes et les autres. Jean Chevalier, bonsoir. Bonsoir. Alors vous sortez de 2 filages, vous avez une fin d'année assez occupée également, vous êtes pensionnaire de la troupe depuis février 2018, vous jouez au théâtre, au cinéma, vous avez chanté Bourvil, voilà, et vous êtes dans La puce à l'oreille, Camille Chandebise, un rôle exigeant, exigeant en tout cas une certaine technique. Nous y reviendrons. Votre journée était très occupée, je le disais, puisque vous avez filé La puce à l'oreille, et puis aussi la mort de Danton. Ouais. Et là, vous arrivez frais comme un gardon. En pleine forme. En pleine forme. Alors, Lille Aubord, c'est la 2e reprise de votre mise en scène de La puce à l'oreille. On sait déjà que c'est un succès, puisque c'est la 3e fois que cette pièce sera jouée ici à la Comédie Française. On sait que la pièce fonctionne à la fois avec le public du Français, qui se renouvelle, et puis aussi avec la troupe. Qu'est-ce qui fait que cette pièce de Feydeau, et il y en a beaucoup, des bonnes pièces de Feydeau, est une bonne pièce pour la Comédie Française ? Ça, c'est un peu difficile de répondre à qu'est-ce que fait que c'est une bonne pièce. Moi, je l'avais choisi parce qu'il avait une telle diversité des personnages. Il a justement le personnage de Camille, ce qui est Jean Chevalier qui joue, qui prononce que les voyelles. Il a un défaut dans le palais et du coup, justement, il ne sait pas prononcer les consonnes. Alors, c'est quand même... c'est un personnage, c'est très très rythmé parce qu'il parle constamment et au fur et à mesure on a l'impression de le comprendre au fur et à mesure du spectacle. Il y a un Américain, c'était un Anglais au départ dont la pièce est écrite pour un Anglais qui visite aussi l'hôtel. Il a un Espagnol, justement, c'est le mari de Lucienne. De Lucienne. Lucienne, habla espagnol. Et c'est justement ça, c'est le rôle de Jérémy Lopez et Benjamin Laverne. Et après, il a le grand rôle de Chandebise qui joue justement le rôle principal, qui joue 2 personnages. C'est-à-dire, il a des quiproquos parce qu'il y a un serviteur dans l'hôtel qui lui ressemble comme des gouttes. Et ça, c'est Serge Pactassarian. Qui joue les 2 rôles. Oui, voilà. Alors, ça s'arrête pas moi, je trouve dans cette pièce, il a tellement des portes qui se claquent, des portes qui s'ouvrent, et surtout dans Acte 2, dans l'hôtel. Et pour moi, j'ai toujours aimé les pièces qui sont très, très rythmées. Et d'ailleurs, quand on a commencé à le travailler il y a 3 ans, j'ai montré beaucoup des films et aussi des bandes dessinées comme Tex Avery,
qui sont très très rythmés pour trouver justement ce goût aussi pour qu'on partage un univers ensemble qui me plaît à moi. Vous avez partagé ça avec la troupe? Ah oui, on a regardé. C'est une pièce difficile à jouer de par le rythme et ces personnages un peu haut en couleur, mais en même temps j'imagine qu'il ne faut pas jouer comme des caricatures. Je vous parle à vous, Jean, parce que vous avez donc ce personnage qui ne prononce que les voyelles. Ouais. Disons qu'on peut vite tomber dans le gag en fait, ouais, bien sûr, un peu lourd. On comprend qu'il y a un engagement énergique qui est nécessaire pour que ça fonctionne dans le rythme. Donc je trouve que le début est un peu laborieux parce qu'il y a quand même une compréhension de la rythmique qui prend du temps, ouais, absolument. Pour vous ou pour le public? Pour nous, en tout cas dans le travail, dans les premières scènes, comme Lilo parlait des claquements de porte, on sent que Feydeau a ponctué. Sa ponctuation, c'est vraiment les claquements de porte. Il y a un truc d'une rythmique, d'une justesse qu'on trouve à force de le faire et le refaire et le refaire. Et le problème après, c'est que l'engagement énergique peut se crisper à force de se dire on va être à fond dedans, et en même temps ça demande une certaine détente. Donc l'équilibre est prend un peu de temps à trouver. L'autre jour, on s'est vu, Lilo, et vous sortiez de répétition, et vous avez dit, je leur ai dit de se calmer un peu, parce que oui, le rythme est tenu, mais il faut que les personnages restent un peu calmes quand même. C'est-à-dire que ça s'énervait un peu, c'était la reprise des répétitions. Oui, mais c'est parce que la difficulté que c'est frénétique sur scène, justement, parce que c'est aussi les didascalies, une porte qui s'ouvre, une porte qui se ferme, quelqu'un d'autre qui arrive, quelqu'un d'autre qui se cache. Mais si c'est frénétique, on perd la tension qui se crée au fur et à mesure, où il y a le quiproquo qui continue ou qui se voit. Et c'est ça, justement, la difficulté d'être, quand on est sur scène, presque d'être calme et venir, mais je comprends pas, vous êtes pas là. Par exemple, quand tu cherches... Quand je croise Chante-Bise ou quand... Oui. Oui, ben, 2 fois d'ailleurs aussi, quand tu cherches Raymonde, tu vois. C'est justement, c'est le moment de venir comme si c'est... il faut que je le phrase différemment. Le public est en avant des personnages, parce que le public a déjà compris des choses dans il anticipe, voilà, parce que vous lui donnez des indices. Exactement. Et vous devez être un peu à contre-temps, c'est ça, Pauline? C'est aussi qu'on est tout est très calé. Donc par exemple, imaginons si à un moment on se croise avec Jean, Jean il dit une phrase, pile quand il a fini sa phrase, je dois frapper pour ensuite dire ma phrase. Si moi je me speed, il va devoir se speeder aussi, parce que tout est tellement calé que s'il y en a un qui bouge le rythme, les autres doivent aussi suivre, parce que tout est calé au millimètre précis. Vous les avez retrouvés, ces rythmes-là, facilement, au bout de la 3e fois, puisque c'est la 3e fois que vous jouerez l'un et l'autre, en tout cas cette pièce. On les retrouve comme ils sont assez organiques quand même. Oui. Au contraire, quand on lisait la brochure, on se dit bon, on va faire la reprise, on va lire. Quand on lit, on se dit oh là là, mais j'ai l'impression que c'est loin, je me souviens de rien. Tout d'un coup, on se retrouve dans le décor avec les bonnes distances, les bons endroits, et ça revient parce que c'est quand même très organique. Et le corps parle énormément sur le genre de reprise de manière générale, mais là sur Feydeau, des fois quand on engage une scène et qu'on n'a pas un toc-toc à un moment précis, moi je sentais dans la charpente que je faisais il manque un truc là. Enfin c'est vraiment le corps qui dicte quoi, ça revient avec le corps quoi. Et puis il y a tellement de précision, c'est tellement bien fait que dans le texte il précise bien qui nous avec Anna on a une scène qui expose comme toute la situation. Anna, et puis il y a pas de voilà. Votre camarade. Oui, Raymonde. Il suffit qu'on oublie une petite phrase, un petit mot. Tout à l'heure, on a fait l'affilage, j'ai oublié peau rouge. Tout d'un coup, Sébastien après m'a dit t'as oublié peau rouge. Et après, ça revient. Serge me dit on a parlé du peau rouge. Et on se dit mais en fait, juste ce petit mot, j'ai dit jeune homme et j'ai oublié de dire peau rouge. En fait, ça fout la merde. Donc, il faut être. C'est plus tendu de jouer une pièce comme ça qui est une pièce comique que de jouer un drame dans lequel on a un peu plus de mou. Pour parler, un peu crûment. Peut-être que la reprise est un peu plus sportive, mais en tout cas, ça porte plus quand même ce genre plus sportif parce que vous avez moins de temps. Parce que ça demande quand même un engagement de concentration qui est omniscient avec la rythmique, le mouvement. Il y a un truc qui peut-être laisse un peu moins de liberté parce qu'il y a quand même un cadre qu'il faut suivre pour que ça fonctionne dans le comique, quoi. Mais après, je trouve que quand on est revenu dans le cadre qu'on vous a défini au départ. Ça porte énormément. Enfin, moi, je trouve bien plus qu'un drame, en tout cas. Il y a un truc où, quand on est à l'aise avec la rythmique, il y a un truc ça nous porte, quoi, ça.
Enfin, je sais pas comment on se compte. En plus, il faut avouer qu'on est tous très très heureux de jouer ce spectacle et de le reprendre. Il y a une vraie joie, il y a une super équipe. Ouais. On est tous joyeux de venir le faire et ça se sent, je pense. C'est vrai que c'est une belle équipe. Hein. Ouais. Mais c'est vrai que cette joie et la joie, parce que moi je l'ai déjà vu plusieurs fois, puisque voilà, le public hurle de rire. Ouais. Applaudit, hurle de rire. Ça vous porte, j'imagine. Vous, là, c'est la 3e fois. Vous attendez des choses. Est-ce que c'est toujours la même chose ? Est-ce que c'est les mêmes réflexes, les mêmes trucs au même moment ? Est-ce que ça change en fonction des salles ? On se disait quand même. Est-ce que vous avez des attentes là ? Vous allez jouer le 24 décembre, par exemple. Ouais. Donc le soir, la veillée de Noël. Est-ce que c'est un moment particulier ? Est-ce que vous vous dites qu'il va se passer quelque chose de particulier avec les gens qui viennent quand même vous voir le soir de Noël ? En tout cas, le spectacle il est tellement adapté parce qu'il y a tout pour que ce soit le soir de Noël, quoi. Il y a le sapin de Noël, la neige, il y a un moment Merry Christmas, enfin il y a tout. C'est vraiment pour moi. Donc là, ça va être jubilatoire. Il y a une part jubilatoire dans ce spectacle. Puis globalement, je trouve que je sais pas pour toi, mais la date du 24 décembre est souvent une des plus chaleureuses de l'année quand même. On sent qu'il y a des gens qui sont venus pour Noël, il y a quelque chose, une disponibilité du public qui est peut-être un peu plus haute que l'année, quoi. Il y a un truc où tout le monde va arriver habillé. Ils ont de l'appétit, ils ont faim, ils ont envie de rire. Enfin, ils sont habillés, c'est plus festif. Ouais. Et vous, ça vous donne une énergie particulière ? Moi, je trouve un peu. Ouais. En plus, pour nous aussi, c'est Noël, donc il y a le public qui vient fêter Noël, mais nous, on le fête ensemble. On va boire un petit truc après. Enfin, nous aussi, en fait, c'est la fête pour nous aussi. Quoi. Ouais. Vous parliez de la montagne, du décor, enfin du sapin, etc. Lilo, Bord, vous avez transposé l'action de cette pièce bourgeoise, effectivement dans un décor de montagne avec plutôt années 60, une maison moderne qui donne avec une grande baie vitrée sur la nature, et puis on voit des choses qui se passent évidemment derrière la vitre. On est un petit peu entre la Panthère Rose et au ski et Jacques Tati. Tout ça fait écho à votre univers à vous d'enfance en Suisse. Complètement. À cette époque-là. Mais oui, je suis née dans les années 60. Alors c'est vraiment comme je disais aussi au début. On avait une maison. Mes parents ils ont construit une maison dans les années 60 qui était vraiment les couleurs pop. On avait des tables basses, ils étaient bleus, exactement comme dans le décor. La petite musique qu'on a par exemple quand on boit du whisky. Quand on ouvre le bar. Oui, voilà. Mes parents, ils avaient ça, mais en petit. C'était pas évidemment si grand comme ça, mais il a plein des choses qui sont des références que je connais que je connais vraiment quand j'étais jeune. Vous êtes allé chercher dans votre enfance il y a une part d'enfance dans Feydeau. Qu'est-ce qui convoque votre enfance sur ce spectacle-là ? Oui, je crois le rire, la joie, justement de se cacher, d'avoir des secrets, et aussi, par exemple, justement, pourquoi la baie vitrée ? Parce que moi, je voulais le mettre aussi dans un endroit où c'est très calme à l'extérieur et à l'intérieur, c'est le chaos. Ouais. C'est une folie, justement, mais à l'extérieur, c'est calme. Et c'est pour ça aussi que je voulais qu'il y ait des skieurs qui passent. Et d'ailleurs, on l'a adapté. Il a une fanfare, il a des skieurs, tout ça. C'est pas écrit dans la pièce, mais alors on a rajouté ça. Alors, il est question d'amour, de passion. Hein. Vous avez un mari, Lucienne, en espagnol. Un mari, Carlos, un peu qui s'emporte, qui a tendance à s'emporter, qui est un peu jaloux. C'est un sanguin. Voilà, c'est un sanguin avec toute une chorégraphie, une gestuelle qui accompagne son caractère. Comment est-ce que vous vous débrouillez de ces problématiques un peu bourgeoises, hein, l'infidélité, parce que il y a le nœud de l'histoire tourne autour de l'histoire d'infidélité, de passion, de couple, les portes qui claquent et les couples qui se cachent, etc. Comment on se débrouille de ça en 2022 ? Mais justement, c'est pour ça que je l'ai choisi dans les années 60. Parce que j'avais lu à ce moment-là un livre de Sybil Bedford qui s'appelle The Trial of Lady Chatterley's Lover. Et c'était écrit en 58 et c'était interdit à un moment parce qu'il avait des mots obscènes ou vulgaires dedans, mais qui parlaient juste ouvertement de l'amour ou d'envie d'avoir une relation. Et c'était décrit comme obscène. Et après, justement, après ce procès, c'était devenu légal de ce livre. Mais
en 58, c'était encore interdit. Alors pour moi, c'est vraiment un peu l'émancipation de la femme. C'est une pièce historique en fait. C'est comme ça que vous le vivez, que vous le jouez. Ce qui est drôle aussi, c'est qu'il se passe, en vrai, il se passe rien. Elles se sont montées la tête toutes les deux pour jusqu'à écrire une lettre. Voilà. Elles se sont montées la tête et du coup tout le monde se monte la tête et ça fait une histoire pas possible. Alors qu'à la base, en fait, je veux pas spoiler, mais il a reçu quelque chose par la poste et c'est tout. Et en fait, ça n'avait rien à voir avec une autre femme et tout ça. Mais à partir de rien, tout un village s'est créé une histoire pas possible. Alors, donc on l'a dit, c'est une mise en scène très rythmée, hein, Pauline Clément, Jean Chevalier, qui requiert une précision de métronome. Il n'y a pas le toc-toc et ça ne va pas. Et en fait, rien ne s'engage comme ça devrait s'engager. Et puis vous engagez vos camarades dans cette espèce de décalage organisé. Comment est-ce qu'on trouve sa part de liberté d'acteur, d'actrice dans une partition aussi précise ? Comment, parce que vous arrivez avec cette partition, avec ce rythme et avec cette scénographie et ces détails qui font aussi toute la singularité de votre mise en scène. Comment eux, ils arrivent à se déployer, parce que je suis impatiente de voir Benjamin Laverne dans le rôle qui jusqu'à présent était tenu par Jérémy Lopez, parce que ça va être une autre énergie. Ouais. Jean, vous avez envie de... je dirais... je vois dans votre regard, zut. Je dirais, la liberté, elle est dans la réplique, pas entre la réplique. Enfin, de ce que j'ai compris, il y a quelque chose d'une porte qui s'ouvre à l'intérieur de la réplique. Enfin, pour l'instant, dans le jeu, c'est comme ça que je le comprends. Et la liberté, je dirais que dans ce spectacle, en tout cas, je l'ai ressenti... avec l'échange qui se crée avec le public et la chaleur qu'on entend avec le public, il y a des choses qui peuvent aller plus loin quand ça rigole fort, il y a des choses qui se libèrent. Après, il y a quand même les rails de l'intention, donc il y a une forme de cohérence qu'on doit garder, mais ouais, je crois que c'est comme ça. Je sais pas si j'ai bien répondu, mais... Si, Pauline. Okay. Pauline, vous avez quand même un personnage donc avec une choucroute gigantesque, des fossiles, vous avez retiré une partie, vous expliquiez... Voilà, j'ai arraché mes fossiles. Et puis cette espèce de jupe crayon qui fait qu'il y a un jeu avec vos jambes très très longues et tout ça est très spectaculaire, vous vous amusez bien. Oui. Comment vous trouvez votre part à vous dans ce personnage-là et dans cette pièce-là ? En tout cas, oui, c'est vrai c'est très précis, en même temps on se sent très très libre. Et je sais qu'avec Anna, donc avec qui on fait Raymond et Lucienne, parce que c'est un binôme, quoi, c'est les deux copines. Chaque soir en coulisses, avant de rentrer, on se croise, on a quelques minutes, le temps de se préparer, parce qu'on a une grande préparation. Oui, vous avez toutes les deux, vous avez un look. Ouais, voilà, toutes les deux, on est très lookées, mais on arrive à une version un peu. c'est ça. Ouais. Et on se croise, et à chaque fois on se croise, on se dit comment tu te sens aujourd'hui, on fait part de notre état, et on se dit toujours un petit mot pour le soir. On se dit ce soir, elles sont, et on se dit toujours un petit mot, et du coup on a l'impression d'être libre parce qu'on sait ce que... C'est-à-dire elles sont quoi alors en fait ça change chaque soir, donc j'ai même pas en tête, mais chaque soir elles sont frénétiques, elles sont déprimées. Oui, on se dit un petit truc chaque soir, ou qui peut aller avec notre humeur et tout ça, et du coup on part là-dedans, et puis on sait qu'on est toutes les deux dans le même... on sait, je sais pas comment dire, mais... Vous saviez qu'elles avaient ce petit truc, l'île au bord ? Non, mais moi je vois surtout qu'ils ont une belle complicité et c'est ça qui est beau. Et pour répondre peut-être à ce que vous avez demandé avant, c'est que la première semaine, avant de lire la pièce, on n'a fait que des improvisations. Et du coup, il a vraiment beaucoup des choses qui sont venues que vous avez trouvées pour vos personnages dans cette semaine d'improvisation avant de lire la pièce. Avant la lecture à la table, exactement, chacun découvre son personnage. Et c'était leur univers que vous avez apporté. Et aussi, du coup, vous avez trouvé ou proposé des personnages qui étaient à part, comme par exemple le jeu que tu as trouvé quand tu écris ta lettre avec tes jambes, etc. C'est venu aussi dans l'improvisation. C'est vrai qu'on a fait beaucoup de jeux. Ouais. Vous avez fait du jeu avant le jeu, c'est ça ? Vous avez joué ensemble. Des jeux d'impro, oui. Ouais, beaucoup. Et de cela, vous avez gardé un certain nombre de choses. Les gens qui crayonnent et qui tricotent. Je me souviens plus si c'est dans une impro. Je me souviens plus trop. Ouais, si.
Comment vous jouez-vous avec les particularités justement des acteurs? Là aujourd'hui, Benjamin Laverne travaille le rôle de Carlos. C'est pas la même sensibilité, c'est pas le même jeu que Jérémy Lopez. Vous le regardez faire. Bon, il a une partition qui est quand même assez précise parce que c'est la troisième fois. Comment vous travaillez dans ces cas-là? Justement, je prends la particularité de Benjamin Laverne parce qu'il a le sens du rythme. C'est un musicien. C'est déjà rien que ça. Il apporte quelque chose qui est très similaire avec Jérémy. Et après, il est beaucoup plus grand. Il est beaucoup plus un peu disant. Il est peut-être, je dirais presque un peu plus menaçant. Il peut être un peu plus dur, un petit peu plus jaloux même, mais il peut faire un peu plus peur peut-être. Et c'est ça que je trouve qui est beau. C'est vraiment de prendre la partie de la force, et ça vient de Benjamin. Moi, je lui donne des indications, comment je vois le personnage, mais c'est lui qui l'écrit à la fin. Alors, il n'est pas là, mais le personnage, donc les deux personnages joués par Serge Baldassarian, nécessite et pour lui et pour le reste de la distribution, une technique implacable, et aussi pour les accessoiristes et les costumiers, puisqu'ils changent de personnage et de costume en permanence au fur et à mesure des portes qui s'ouvrent et qui se claquent. Ça a été je dirais que c'est la colonne vertébrale de la pièce. Ça nécessite que les uns et les autres vous adaptiez aussi à cette espèce de mécanique implacable du changement de personnage. Je crois qu'il a 6 personnes autour de lui. Il a un changement à un moment tellement rapide qu'il s'assoit, je crois qu'il se met comme ça, on lui met et quelqu'un qui le brosse les cheveux, hop. Il fait le changement en direct, en fait. Il le fait sur scène, non? Il le fait en coulisses, mais il y a les habilleuses, il y a tout un troupeau qui arrive autour de lui en tourbillon, parce que ça dure très peu de temps. Et vous savez que vous jouez, vous êtes sur scène et vous savez qu'il est en train de se passer ça en coulisses. Oui. Et que tout ça est tellement minuté. Ouais. Ouais, mais on oublie des fois. On oublie, ouais. Bah là, on a joué 70 fois, donc... Vous oubliez ce pauvre Serge Baldassarian. On sait que c'est tellement toujours... Il est tellement toujours rentré à temps dans son autre personnage que pour nous, c'est devenu naturel. Mais c'est vrai qu'en coulisses, on le voit courir. On le voit... Justement, aujourd'hui... Benjamin, ou je ne sais pas qui... Non, je crois que j'ai demandé Serge justement par rapport à ce changement, le changement le plus rapide pour lui, qui fait partie de la reprise avec Benjamin Laverne. À ce moment-là, j'ai dit, mais est-ce que ça pourrait être un peu plus rapide? Parce que je trouve justement c'était un peu long. Il a dit, ah oui, pour moi, 10 secondes plus rapide. Je dis, ah bon, incroyable. Alors du coup, aujourd'hui, on l'a fait, mais vraiment... C'est-à-dire que là, vous allez encore plus vite. Il peut le faire. Mais oui. Oui. Non, mais parce que Benjamin, il connaissait pas encore tout ce timing, parce que c'est nouveau. Puisqu'il fait partie pendant Benjamin, il joue pendant le moment que Serge... Il change très vite. Oui, voilà. Parfois, quand un comédien ne peut pas jouer, quelqu'un le remplace et on dit qu'il est livret en main, c'est ça? Comment on dit? Quelle est l'expression? Je sais pas. Livret à la main. Au pied levé, il joue voilà, au pied levé. Il ne connaît pas le texte, et avec c'est le rare, texte. mais il est livré à la main. Donc, est-ce que c'est possible sur une pièce comme celle-là? Sur mon rôle, ça serait intéressant. Vous êtes un peu sadique, un peu camarade. On aurait des fous rires si c'était ton rôle. Sur votre rôle, votre texte, puisque c'est un texte. Puisque... Et d'ailleurs, il est écrit en tant que texte. Ouais. C'est marqué, il prononce que les consonnes, mais nous, c'est écrit... Vous avez le texte dans son intégralité, vous devez le travailler juste avec les voyelles, c'est ça? Ouais, absolument. Ce type d'apprentissage-là et de mémorisation, c'est encore plus difficile. Ça demandait quand même pas mal de boulot, ouais, effectivement. Vous avez fait ça tout seul dans votre loge chez vous? C'est marrant parce qu'il y a très peu, j'ai donné le DVD de le pâté live à la grand-mère de ma copine, et qui a dit, je me souviens, tout le village demandait, parce que c'était pendant le confinement que j'ai travaillé ça, tout le village demandait c'est qui ce fou dans le champ qui crie tout seul. Qui crie des mots bizarres. Des voyelles. Ouais. Et j'ai des fois dans les couloirs aussi on entendait Ioé, dans les couloirs. Ouais. En plus je suis assez exigeant, alors du coup je m'arrêtais jamais. Mais ça m'a demandé beaucoup de travail. Et puis moi ça je l'ai jamais dit à Lilo aussi, mais j'avais un grand oncle qui s'appelait René, qui avait un défaut de prononciation.
Et quand il était à table, personne ne le comprenait jamais. Et j'avais beaucoup d'admiration pour lui. Donc quand on m'a proposé ce rôle, je me suis dit, ah, René. C'est la réhabilitation de René. Ouais. Il passait ses journées à peindre et il parlait très peu du coup. Et ce rôle me touche par rapport à ça aussi. Mais ce rôle, effectivement, le personnage est incompréhensible au départ et il ne comprend pas très bien pourquoi on ne le comprend pas. Enfin, il y a une espèce de jeu voilà, de relatique là-dessus, sur la malentendu. Et il devient de plus en plus compréhensible. Il devient compréhensible pourquoi, en fait? Est-ce que c'est parce que vous jouez de telle sorte que vous êtes compréhensible, ou c'est parce que le spectateur finit par s'habituer à ce défaut de prononciation? J'imagine que ça doit être ça en partie. Après, je pense que dans l'écriture de Feydeau, notamment sur l'acte 1, je crois que vers la fin de l'acte 1, il dit jouer en fonction qu'on ne comprend rien sur l'acte 1. Et j'imagine qu'après, il a dû choisir des mots qui sont un peu plus logiques à comprendre. Ouais. Donc je pense qu'il y a aussi un travail de la part de Feydeau. Et la compréhension, j'imagine. Après, il y a la gestuelle aussi. Je pense que c'est plus concret aussi vers l'acte 3, ce qui est en train de se jouer physiquement. Il y a 3 actes. Donc il y a le premier qui est dans la maison, le deuxième qui est dans l'hôtel, et le troisième, on revient dans la maison. Et bon, c'est effectivement le chaos. Vous êtes face à quelqu'un qui parle comme ça, qui joue comme ça. C'est facile de décrire. Oui. C'est vrai que c'est laborieux comme apprentissage. Ouais. Je me souviens plus des toutes premières répètes, mais maintenant je sais ce qu'il dit. Je le comprends en fait. Je le comprends. J'ai l'impression de le comprendre. Alors, on parlait de votre tenue incroyable. Donc, c'est un tailleur. Alors, il y a un peu de léopard, il y a des bottines. Il y a un peu de léopard, un petit peu de rappel de léopard partout. Des petites touches. Et les violettes, non, cette tenue violette. Voilà. Toutes les couleurs sont quand même très années 60, très lumineuses, très pop. Cette partie-là, les costumes, vous êtes plutôt tweedé, un peu viril, une espèce de... Voilà, un Mad Men un peu plus chaleureux quand même. Il y a une forme de chaleur et... Non ? Si. Après, comment ça s'appelle, un pull sans manche, là, il est quand même un peu ridicule. Un petit chandail. Et moi, je sais que j'avais demandé des chaussures un peu trop longues pour lui. Donc, et des pantalons trop courts ? Ouais, un petit peu, ouais. Et puis en 3 ans, là, j'ai pris du poids, donc il est encore plus court. Parce que vous avez récupéré le même costume. Et oui, et on rentre pas toujours dedans. C'est le test de la robe de mariée, ça. Ouais, absolument. Ces costumes, donc, que vous avez imaginés, voulus et qui sont en adéquation avec le décor, ils ont une part importante dans votre jeu à vous, de fait. Nous, on dit quelque chose dans le corps. Oui, puis nous on dit quand on met les costumes avec justement toujours ma binôme, on dit quand on met les costumes, on n'est plus les mêmes. En plus moi ils ont fait un travail, c'est drôle parce que c'est assez fin, mais ils m'ont changé la morphologie. Par exemple tout à l'heure Benjamin m'a dit Pauline viens voir. Ils t'ont mis quelque chose où je dis oui, on m'a rembourré les hanches. Ah, je faisais pas que le tir, parce que c'est différent. Et du coup, il y a un doute. En fait, c'est un autre corps, et du coup, mais comme ils ont fait quelque chose de réaliste, les gens qui me connaissent se disent juste tiens, mais je reconnais pas. Et du coup, moi j'ai un autre. Ils m'ont dessiné une autre silhouette, et donc dans cette autre silhouette, je marche différemment, je m'assois différemment. C'est vraiment un autre corps, quoi. C'est pas le mien. Et la coiffure, le maquillage, vous disiez que ça prend du temps. Vous rentrez dans votre personnage au fur et à mesure qu'on vous rajoute des cils. Puis la coiffure est lourde sur la tête, donc ça donne aussi quelque chose avec le dos où on est un peu plus tenu, parce que si je penche ma tête, j'ai un poids qui m'entraîne. La perruque. Je la perds pas, elle est bien accrochée, mais on la sent, j'ai l'impression de porter quelque chose, quoi. Il y a une forme de féminité un peu poussée et de virilité un peu poussée aussi. Lille Aubord, vous avez travaillé comment sur ces costumes qui sont quand même un des éléments réjouissants de cette pièce? Oui, c'était en regardant le film de Peter Sellers comme justement le Panthère rose ou Claudia Cardinal, la Panthère rose à la montagne. Voilà, exactement. Et aussi, ça s'appelait Diamant sur canapé ou quelque chose d'Edward Blakes. Bon, c'est vraiment cette époque où on a fait beaucoup de recherches avec Agnès Falk. Je travaille beaucoup avec elle. Et après aussi, à ce moment-là, c'était il y a 10 ans, je crois qu'il avait une série qui s'appelait Mad Men. Et c'est exactement cette époque-là, on fumait, on buvait, justement la femme à la maison, les hommes qui sont infidèles, adultères, etc. Et c'était aussi, les costumes étaient très très définis, mais
Mais c'est vraiment aussi la recherche de cette époque. Et tout ça réalisé par les ateliers ici, c'est ça? Oui, ouais. Ils sont incroyables, vraiment formidables. Absolument. Parce que même l'intérieur du manteau de la doublure, et tout est fait d'une telle délicatesse et mais c'est vraiment des bijoux, c'est incroyable le travail qu'ils font. Comment vous pratiquez? Vous leur donnez ce qu'on appelle un mood board, c'est-à-dire voilà, moi j'ai Mad Men en tête, j'ai Claudia Cardinal. Non, c'était même pas Mad Men, mais par exemple, je trouvais toujours quand elle venait dans l'hôtel, elle se cachait. Parce que justement, elle ne voulait pas montrer tout de suite que c'était... pardon, je parle maintenant de Anna Servinka qui joue Raymond. Quand elle va dans l'hôtel dans Acte 2, pour découvrir qui est cet homme qui va venir, elle se cache. Et parce que justement, elle était déjà là le matin, alors elle se cachait. Et moi, je disais, mais écoute, ça serait bien si tu as une fourrure autour de la tête, ou justement pour que tu puisses vraiment te cacher. Et du coup, ça donne un jeu. Elle a un toque de fourrure, et le renard, le faux renard, voilà, et du coup quand on la regarde, elle ferme et on voit que les yeux, et c'est vraiment des indications qui sont devenues un jeu. Il y a un truc qui est intéressant avec le travail de Lilo et la liberté que nous donnent les ateliers, et puis le travail d'Agnès, c'est que on peut se plonger vraiment dans la question qui m'intéresse beaucoup, c'est où se trouve la coquetterie du personnage. Et on a beaucoup de liberté sur le fait j'ai envie d'avoir ça parce qu'il se trouve beau comme ça. Il y a quelque chose où c'est très joyeux de pouvoir se plonger là-dedans et de... Ouais. Mais alors votre personnage, lui, il aime son chandail. Il l'adore, ouais. C'est beau. Mais alors, qu'est-ce que ça dit de lui, son chandail? Il aime Noël. Parce que c'est moins suffisant pour les hommes que pour c'est vrai que cette silhouette très sculpturale et après, je pense hyper féminine, qu'est-ce que ça dit de lui? Si on voit la pièce, on voit que l'oncle, du coup. Oui. Oui, l'oncle, non. Apparemment, on disait cousin dès que ça faisait partie de la famille. Après. Oui, parce que neveu, mais cousin, c'est-à-dire, c'était vraiment quand c'était quelqu'un qui est le parent. Vraiment le cousin de Serge Bagdasarian qui joue Chambise. Et on sent quand même qu'il a une forme de point de vue paternel sur la manière dont s'habille Camille, quoi. Il y a un truc qui... Camille qui est entre la virilité et l'enfance. Il est un peu à cheval. Ouais, absolument. Alors, pas viril, mais... Comment? Je l'imagine pas viril. Peut-être que c'est mon côté footballeur, mais... Oui, mais les attributs sont... Il n'y a pas une once de vêtements féminins dans ce qu'il porte. Ah oui, absolument, oui. Ça, c'est vrai. Enfin, je veux dire, il n'est pas exactement... Non, pas comme... Anne et Raymond. Et alors... je suis un peu perdue mais attendez, je suis sur les tricots. Il a un tricot de corps, votre personnage. C'est quoi un tricot de corps? C'est Lino Ventura, c'est la chemise qu'on porte sous les chemises, justement, ou les t-shirts, l'ancêtre du t-shirt. Je crois que j'avais un débardeur à la base, mais on l'a enlevé parce qu'à un moment, parce qu'il y a quand même des dénudés. Oui. On raconte pas tout mais vous jouez avec ça, l'effet comique immédiat. Mais oui. Oui. Non, mais c'est vrai que tu disais que par rapport aux années 60, alors peut-être que c'est pas vrai, mais il y a un truc d'élégance et de pudeur physique. Et c'est vrai que l'opportunité de se dénuder un peu crée beaucoup plus de jeux dans les années 60 que... Oui, parce qu'il avait aussi, justement, qu'on se touchait pas. Parce que nous, aujourd'hui, on est très tactile, on dit non mais écoute... cette époque-là, c'était... Ça veut dire que tous ces codes-là, vous les retranscrivez dans cette pièce, que vous voulez vraiment ancrer dans les années 60. Oui, parce que moi, je trouve que ça aide à trouver le personnage. Ça aide ce côté un peu... Je disais aussi un peu... Ça faisait un peu comme mon père, qui était très un peu conservateur, un peu comme ça, et maire du village, mais bien habillé, et en même temps il aimait bien rigoler aussi, mais c'était un comportement qui... on faisait pas la bise, ça n'existait pas. On donnait la main, on embrassait la main. Et c'est on plein embrassait de la codes. main. Mais oui, c'est encore plein de codes, surtout dans le milieu bourgeois. Et vous voyez, etc. Il avait beaucoup des codes qui existaient encore dans les années 60. De respecter toute cette ligne-là, et donc y compris dans les mouvements des corps, c'est un exercice assez formel en fait. Oui, c'est pas évident. Que vous avez posé dès le départ. Oui. Ouais.
Et d'ailleurs, quand on a repris, les premiers jours, j'ai dit, on se touche pas. De toute façon, c'était le Covid, si je me permets de vous le rappeler. C'était vraiment la période, quand vous l'avez repris, si je me souviens bien, c'est quand... Ah oui, la deuxième reprise, oui. Oui, ça c'était difficile parce que vraiment on n'avait pas... Il a fallu revoir la mise en scène. Mais complètement. Ah oui. Ah oui. Parce que c'est la puce à l'oreille est la première pièce qui a été jouée après... Enfin, au moment de la réouverture du théâtre. Ouais. Et je me souviens très bien d'une salle avec les jauges à 35 ou 35%. On se disait, est-ce qu'on va entendre les gens rire avec leurs masques à les 35%. gens riaient très très fort et pleuraient même un peu. Et cette mise en scène au cordeau a dû être revue et corrigée à la faveur des mesures sanitaires, c'est ça? Oui, complètement. Et là, vous êtes revenu à quelque chose de toujours pas très tactile. Non. Non, tactile, justement, ça c'était déjà avant le Covid. C'était déjà dans le jeu qu'on ne se touchait pas. C'est quand on s'embrasse, c'est différent parce que ça fait partie de la pièce. Mais de se toucher, comme je dis, comment on fait aujourd'hui, justement, je vois Jean, je dis ça va. Justement, on avait aussi quelquefois la tendance de reprendre la puce et de toucher facilement. Non, justement, il avait pas ça, il avait des codes. L'Île au bord, vous avez travaillé 6 fois avec la troupe du Français et les équipes, les costumes, les décors, etc. Et dans beaucoup d'autres théâtres, ailleurs, en Suisse, mais voilà, je le disais au Japon, en Grèce, etc. La particularité du travail ici aux Français avec cette troupe, ce que vous aimez retrouver, ce qui vous inquiète de retrouver quand vous revenez. Non, moi, c'est une joie de trouver des comédiens qui sont pour moi des Rolls-Royce. C'est étonnant, justement, ce qu'on a dit au pied levé. Ça y est, je reprends un autre rôle, ou je change, ou je suis employée à contre-emploi. Justement, tu as joué le rôle de tonton et après tout de suite tu joues le rôle de quelqu'un qui parle, qui a que des voyelles à offrir, et etc. Et moi je trouve je sais pas si c'est le bon mot, mais je dirais versatile. C'est comme une palette avec plein de couleurs, et je trouve vraiment les comédiens de cette maison, je suis chaque fois, mais vraiment impressionnée par cette capacité de pouvoir changer d'un rôle à un autre. Et avec, par exemple, Benjamin, c'est exceptionnel. Voilà, c'est ce qui arrive. Exceptionnel ce qu'il fait. En peu de temps. Une semaine et demie. Ouais, il a travaillé avec la captation, puis il a dit j'ai l'impression d'être dans ma télé, puis hop, on a fait un premier bout à bout. Ça fait une semaine, même pas plus. Ouais. Ça, même pas. Et puis, vos filages, votre journée est assez emblématique de ce à quoi ressemble la vie d'un... Mais ce que réalise quand même Benjamin, là, sur une semaine et demie, c'est quand même très fort. C'est reprendre le rôle de Carlos. Ouais. Avec des phrases en espagnol. Ouais, en plus, c'est en espagnol. Parce qu'il parle italien, Benjamin, et après, il faut trouver un peu l'accent espagnol. Pauline et Jean, vous êtes de jeunes comédiennes et comédiens, mais vous êtes là depuis maintenant... 4 ans, 7 ans, votre regard à vous sur le travail peut-être votre travail c'est peut-être compliqué, mais en tout cas sur ce que vient de dire Lilo, c'est-à-dire cette espèce de dextérité incroyable, cette versatilité du comédien du Français, vous en faites l'expérience quand même, et j'imagine qu'il y a des jours où c'est une souffrance, parce que ça nécessite un engagement... Bien sûr. Voilà, très important. Ouais. Quel regard vous avez, Jean, je sens que là... Je suis intéressé par la réponse de Pauline. Vas-y, Jean, je t'en prie. Quel regard. Non, je trouve qu'on apprend beaucoup à observer certaines personnes de cette troupe dans leur façon d'aller en joie au plateau, malgré le fait qu'on reste quand même disponible à ce qu'on a ressenti la journée, et que on ne peut pas toujours se dissocier d'une tristesse ou d'une angoisse. Je pense que c'est important de venir avec aussi et de jouer avec. Moi, ce que j'apprends, en tout cas, avec cette maison, c'est délicatement d'essayer d'être un peu plus régulier, un peu moins... Enfin, il y a quand même une forme de régularité que j'observe chez certaines personnes qui sont là depuis 10, 20 ans. Ils sont forts.
Par régularité, vous entendez c'est-à-dire que entre le bas et le haut, ça se réduit un peu, quoi. C'est-à-dire qu'il y a un truc qui est beaucoup... ça fait pas tout le temps comme ça, il y a quelque chose d'une... Je pense en plus, quand on joue 4 ans dans une salle comme ça, il y a forcément, organiquement, une aisance technique et que je dis des bêtises, non? Oui, c'est vrai. C'est-à-dire, Pauline, ça compte le fait de connaître la scène, de connaître la salle, de savoir oui, d'ailleurs, quand on va en pas. tournée, on est toujours obligé dans chaque salle de refaire un raccord et c'est pas toujours que pour la lumière et les déplacements, c'est pour se réhabituer. Ah mince, cette salle elle est comme ça, mais en fait le public, quand on change de salle, ça change quelque chose. Donc c'est vrai que d'être dans une salle qu'on connaît, je pense que vous avez des repères en fait, même si tout change. Oui, en même temps, les décors changent tellement que la puce à l'oreille, là, c'est très différent de Jean-Baptiste et Madeleine, où là, on est très avancé et la scène est comme toute petite. Mais c'est vrai que c'est la même salle, donc il y a quelque chose peut-être, je de dirais plus familier, de familier. Les mêmes loges, les mêmes... Voilà, Ouais. où vous attendez... Ouais, puis chacun a ses petits trucs pour se rassurer. Moi, je sais que j'ai besoin de me sentir dans un cocon en coulisses. Du coup, j'ai mes chaussons. J'ai presque un pyjama parce que j'ai besoin de me dire, je sors de scène et je suis tout de suite... En fait, j'ai besoin de me dire quand je suis sur scène, pas loin, il y a un endroit pour se... Ouais, si jamais à un moment j'ai trop de stress, je vais remettre mes chaussons. Tu as ça aussi pour la puce? Ouais, j'ai des petits chaussons, j'ai... Une petite soupe parfois aussi. J'ai une petite soupe, j'ai une tasse à thé. On avait reçu Ludmilla Michael qui disait qu'elle avait un cake à 17h. Voilà, donc je pense que vous n'êtes pas toute seule avec vos chaussons. Jean, vous c'est quoi? Moi, j'ai pas mal de trucs. Mais une banane. Une banane, c'est bien, indispensable. Je peux pas jouer sans la banane maintenant. Sinon vous avez le ventre qui a un goût. Il manquera de magnésium, il va m'arriver un truc grave. Oui, c'est ça. Non, mais j'ai besoin de la manger, Et Serge Bagdasaryan, il a du parfum pour chaque personnage. Et dans chaque spectacle, il crée un parfum. Il crée un parfum pour son personnage. Exactement. Et là, il a 2 parfums. Ils ont trouvé un parfum pour les deux, justement, parce que c'est une amie à lui qui est née. Je sais pas oui, exactement. Et c'est elle qui crée le parfum pour lui. Ouais. C'est absolument génial. C'est formidable. Du coup, il a 2. Parce que c'est le tablier de poche. Les vêtements portent l'odeur. Voilà, exactement. Il disait que quand il retrouvait le costume avec l'odeur, tout revenait les sensations du spectacle. Voilà. Bon, j'adore. C'est merveilleux. Merci beaucoup. Alors, il reste quelques places, je crois, à 18 € pour le 24 décembre. Voilà, sinon c'est un peu complet pour l'instant. La puce à l'oreille de Georges Feydeau, mise en scène L'Île aux Bords du 21 décembre au 15 mars 2023 en alternance. Salle Richelieu, je vais donner la distribution. Thierry Ancis, Alexandre Pavlov, Clotilde de Bézère, Serge Bagdasaryan, Bakary Sangaré, Nicolas Lormeau, Jérémy Lopez et Benjamin Laverne en alternance, donc dans le rôle de votre époux Carlos, Anna Servinka, Sébastien Poudrou, Pauline Clément, Élise Lomo, Biranba, Nicolas Chupin en alternance pour l'américain. Voilà. Et puis Jean Chevalier, et puis les comédiennes et comédiens de l'Académie de la Comédie Française, Sanda Bourrenan, Vincent Breton, Olivier Debache, Alexandre Montbon. Voilà. Merci à toutes et à tous. Merci à Andrea et Mathilde qui sont là et qui filment et répondent à vos commentaires. Nous nous retrouvons début 2023. Bonne année, bonne fête de fin d'année et à très vite avec la Comédie Française.